parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série HO, qui est un hors-série. Et oui, j'avais déjà parlé d'un jeu vidéo, et quoi de mieux que de faire l'épisode suivant sur le jeu vidéo, sur la suite de ce même jeu vidéo. Je vous avais déjà parlé de The Banner Saga, et voilà, j'ai fini The Banner Saga 2, donc il est temps de vous en parler. The Banner Saga 2, nous revoilà donc partis pour The Banner Saga 2, toujours créé par les mêmes personnes de Stoic Entertainment. Si vous voulez connaître un petit peu l'équipe qui a créé le jeu, n'hésitez pas à réécouter ma première review sur The Banner Saga. Je ne vais pas forcément revenir sur tout le monde, je rappelle juste la musique exceptionnelle de Austin Wintory, j'en parlerai juste un petit peu après. The Banner Saga 2 qui est donc la suite de The Banner Saga 1, jeu qui avait été d'abord monté sur un Kickstarter, qui avait réussi à réunir 720 000 $, un peu plus de 720 000 $, ce qui était un très bon Kickstarter, et qui était donc sorti en 2014, si je ne dis pas de bêtises. En style de jeu, c'est ce qu'on appelle un RPG tactical, c'est-à-dire que les personnages, on a toute une gestion des rapports des personnages en gérant des dialogues et des choses comme ça, en gérant notamment aussi une partie de leurs statistiques et de leurs équipements, c'est-à-dire ils ont des points de force, des points de vie, des points d'armure et des choses comme ça, et selon comment on gère les personnages, ils se frappent ou on perd ou on gagne ou ainsi de suite, et je vous en parlerai un petit peu plus après en vous parlant du gameplay. Et on a aussi une partie qui est la partie tactical, c'est surtout pour grosso modo, c'est souvent des zones de guerre où on joue au tour par tour sur des personnages qu'on voit en général en 3D isométrique sur des damiers, c'est-à-dire qu'on voit les personnages au-dessus de 2-3 quarts et on les déplace en général par nombre de cases avec des principes simples du genre le cavalier peut aller beaucoup plus loin d'un coup que le personnage à pied, l'archer peut toucher de beaucoup plus loin évidemment que le personnage qui a des épées, mais celui qui a des épées quand il tape de corps à corps il est beaucoup plus fort et donc en général il est aussi plus résistant, là où l'archer va être beaucoup plus faible au corps à corps, le magicien va pouvoir faire des sorts, mettre des entraves et ainsi de suite, et vous avez compris tout le délire qu'on peut avoir dans un univers de Dark Fantasy, puisqu'il s'agit dans l'univers de Banner Saga de Dark Fantasy Viking. Je vais spoiler légèrement, très légèrement dans la partie synopsis, la partie pitch, la fin de ce Banner Saga 1. Donc si vraiment vous voulez pas entendre de spoil, n'hésitez pas à entre guillemets, sauter un petit peu le pitch. Je vais essayer de pas trop spoiler. Vraiment, je vais faire de mon mieux. Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur The Banner Saga? À part que c'est un jeu, pardon, qui a eu oui, effectivement, on peut pas, on ne surfait pas. Hein, vous me connaissez. Hein. On ne change pas sa nature profonde. Hein, le cinéma. Je suis un monomaniaque? Oui, absolument. Vous avez raison. Et donc, un jeu qui avait vraiment eu un succès d'estime et qui a donc été une trilogie, et donc je viens de finir le deuxième chapitre et je devais donc vous parler essentiellement du deuxième chapitre. Ce sera une critique plus courte, encore une fois, je vous renvoie à ma critique de The Banner Saga 1 pour avoir un peu plus de détails, où je parlais un peu plus du RPG tactique, je faisais un peu plus long, notamment sur la création du jeu, sur les différentes personnes qui ont participé et qui l'ont créé. N'hésitez pas à aller écouter. Mais vous êtes là face à un jeu qui avait vraiment eu une belle histoire en étant créé à partir d'un Kickstarter et qui était devenu une vraie référence dans le RPG tactical de qualité, notamment avec un système de gameplay original et un univers particulièrement bien écrit qui a donné lieu, si je ne dis pas de bêtises, à un roman et à une bande dessinée, avec des romans et une bande dessinée. Mais je reviendrai là-dessus éventuellement une prochaine fois si je lis le roman et les bandes dessinées. N'hésitez pas, l'univers est très intéressant, mais je vais replanter ça dans le pitch tout de suite. Retiens ta main, mon doux prince. Moi, d'où tu veux rire? L'univers de The Banner Saga se passe dans un univers viking où se côtoient grosso modo quelques races. Les humains, les Varls, qui sont en fait des géants avec des grandes cornes, et les Dredge, des êtres en armure vide, où on ne sait pas exactement s'il y a un corps à l'intérieur, c'est difficile à dire, qui sont grosso modo les ennemis jurés des races humaines et Varls, et notamment vous avez quelques races encore à côté, comme les Centaures, qui sont introduites clairement dans ce Banner Saga 2, et qui étaient très peu présents dans The Banner Saga 1. L'histoire de The Banner Saga commence donc au moment où cet univers s'effondre. Les Dredge, qui n'avaient plus été vus ou beaucoup moins vus ces dernières années, depuis la grande guerre qu'ils avaient menée contre les Varls, notamment, envahissent en masse les territoires humains, forçant les habitants du village de Skogr de fuir. Notamment Rook,
le chef grosso modo spirituel du village, et Alette, sa fille, obligés de mener une caravane de gens qui sont obligés de fuir cette menace dredge insubmersible qui semble décidément être inarrêtable et que plus personne n'arrive à contenir, Varl y compris, puisque depuis plusieurs années, les Varl n'arrivent plus à naître et sont en train de s'éteindre petit à petit. C'est donc une race humaine et une race Varl unis dans une forme de désespoir et de fuite en avant, qui doit donc s'enfuir face à l'arrivée des Varl, mais pas seulement. Une menace tout à fait exceptionnelle et incroyable dans cet univers, un serpent géant, est en train littéralement de détruire le monde, de changer les cartes et de créer un nouveau monde. Ces anciens dieux sont confrontés, eux, aux sorciers de l'univers de Banner Saga, qui s'appellent les Maniens, et les Maniens ont un rapport cryptique à la réalité, ce qui fait que tout le monde s'en méfie, mais sait qu'ils ont besoin d'eux pour se défendre face à une telle forme de créature. C'est donc dans une méfiance globale, puisque les Varl n'aiment vraiment pas beaucoup les humains leur rendent bien, les centaures sont considérés comme des parias par tout le monde, les Maniens ne sont pas compris, ça, on sait qu'ils sont importants, on est obligé de traiter avec eux, mais on se méfie d'eux. Tout ce moment, on est obligé de s'unir, plus ou moins, ou tout du moins de fuir tous ensemble cette ombre qui est en train de détruire le monde sous la forme d'un serpent géant et de dredge qui semblent être inarrêtables et qui eux-mêmes sont partagés entre une forme de fuite et de chasse des êtres humains. La décadence est en marche. Alors, puisque c'est un jeu vidéo, on va commencer par le gameplay, vous rappelez les bases. Le principe du tactique, comme je vous avais dit du RPG tactique, c'est donc ces fameux combats en 3D isométrique, ou des statistiques, grosso modo, il s'agit de faire une sorte de jeu d'échecs où les statistiques vont se confronter les unes aux autres. Évidemment, vous voyez, c'est du pierre-feuille-ciseau de base, et c'est aussi le cas dans The Banner Saga. Un archer va toucher de plus loin, et va faire plus mal à éventuellement quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'a pas beaucoup d'armure, comme un sorcier, mais par contre, si on arrive à venir au corps à corps avec des hommes en épée, des guerriers, bah, ça va faire mal, et il y a différents styles de guerriers dans The Banner Saga, c'est assez large, notamment des personnages qui s'appellent des rapaces, d'autres il y a des tanks, enfin vous voyez ce que je veux dire, un peu le style de personnages qu'on retrouve classiquement dans ces jeux, des mecs avec de grosses armures, des mecs qui tapent très très fort, il y a des magiciens qui sont plutôt tendance à envoyer des éclairs, d'autres qui sont plus en train de faire des sorts de soutien, de réparation et ainsi de suite. Donc on est dans un univers relativement classique à cet endroit-là, même si l'univers de Banner Saga est encore une fois très bien écrit, et je parlerai du scénario après, qui est vraiment encore une fois très bon dans ce deuxième numéro. Et donc, oui, j'ai oublié de parler d'une chose très importante sur le scénario. Excusez-moi à tous les fans qui connaissent le jeu, je vais en parler dans la partie scénar, hein. Ne vous inquiétez pas. Oui, le fait que l'histoire est coupée en deux systématiquement, que ce soit dans le 1 et dans le 2, je vais revenir dessus après, ne vous énervez pas. Donc, nous avons donc, sur cet archétype de RPG tactique, une idée très simple mais qui est très bien utilisée dans The Banner Saga, c'est que les points de vie sont aussi les points de force. Ça rajoute un réalisme et une intelligence au jeu que je trouve particulièrement intéressante et qui rend chacune des batailles intéressantes. Dans la plupart des jeux classiques, les points de force, les points de défense, la résistance et les points de vie sont séparés, ce qui fait que l'on ait un point de vie ou 40 ou 200 000, si on a le maximum de points d'armure, on va toujours être très résistant. Ce qui est quelque part, je mets de gros guillemets, irréaliste ou illogique. Plus on est proche de mourir, moins on est résistant et ainsi de suite. Et en fait, The Banner Saga le joue complètement. Les points de vie sont les points de force. De facto, moins on a un point de vie, moins on frappe fort. Ce qui fait que on est typiquement dans le jeu où on ne peut pas, dans la plupart des RPG tactiques, on se contente d'attaquer un personnage à la fois. Bah oui, puisque l'énergie de chaque personnage reste le même, quel que soit le niveau de vie, on essaie d'éliminer un pion à la fois de l'adversaire et d'aller jusqu'au l'adversaire le plus fort, ce qui est relativement simple en termes de principe, mais en général on fait grosso modo toujours ça, à moins qu'on ait un personnage en face qui soit cheaté et qui nous attaque le premier très vite, et là on doit un petit peu changer de stratégie. Mais la plupart du temps, ce qui est en général le cas des boss dans les RPG tactiques, mais la plupart du temps c'est simple, on essaie de concentrer les bons éléments contre les bons éléments pour les tuer le plus vite possible, pour s'en débarrasser le plus vite possible, et on avance comme ça, petit à petit, vers l'adversaire le plus fort de la map. Dans The Banner Saga, on ne peut pas faire ça, parce que tous les personnages qui ont, par exemple, mettons une statistique qui n'existe pas, mais tous les personnages qui frappent fort ont 10. Si on se contente d'en taper un seul et de l'amener à 1, on en a 3, 4, 5, 6 autres qui vont taper très très fort, trop fort. Donc en fait, il faut le plus vite possible enlever de la capacité de frappe ou
de déplacement ou tout simplement de capacité de nous atteindre à toute l'armée adverse. Il s'agit vraiment de les affaiblir. Et ça rend le jeu beaucoup plus complexe et beaucoup plus technique, puisque, évidemment, on n'a pas toujours les bons personnages, on n'a pas toujours le bon nombre d'archers, ou alors on est parfois sur des maps où on est trop loin, ou trop près de eux pour pouvoir esquiver, pour pouvoir encaisser des coups. Ce qui fait que le jeu, c'est un des rares jeux vraiment de RPG tactique que je trouve particulièrement réussi dans sa capacité à nous empêcher à faire ce qu'on appelle le maximum de stuff, c'est-à-dire à avoir le maximum d'armure, le maximum de points, le maximum de points d'expérience, et de suite, qui fait qu'on blinde, que les personnages deviennent très vite trop forts. La petite parenthèse sur les RPG tactiques, c'est que comment dire, je trouve plus l'expression, mais ce qu'on fait en général dans les RPG tactiques, ce qui est quasiment tout le temps le cas, c'est que on finit très vite à un moment donné à avoir tous nos personnages à fond ou beaucoup trop forts parce qu'on leur fait prendre un maximum d'expérience. Avec ces points d'expérience, on peut leur acheter les meilleures armures, leur donner le plus de points de force et tout ça, ce qui fait que au bout d'un quart du jeu, on est trop fort. C'est assez classique dans ces jeux-là, et on essaie de garder cette avance sur le jeu pour pouvoir avancer dans l'histoire. En général, ça fonctionne comme ça, et il n'y a pas vraiment de finesse tactique. On sait qu'on va marcher sur la plupart des personnages. Le seul truc, c'est qu'il faut être patient, prendre le temps de faire non pas des batailles qui font avancer l'histoire, mais des escarmouches, de multiplier les escarmouches pour avoir assez de points d'expérience pour rendre ces personnages, grosso modo, invulnérables. En général, c'est plus ou moins comme ça qu'on fonctionne. Dans The Banner Saga, on ne peut pas. Puisqu'on est obligé d'attaquer tout le monde, on est systématiquement face à plusieurs paramètres à gérer, ce qui fait que sortir d'une bataille avec un maximum d'expérience est très difficile. Le jeu, en rajoutant une couche avec un système de sauvegarde qui, grosso modo, est quasi automatique après chaque bataille, ce qui fait qu'on a rarement l'occasion de recommencer. On peut, en fait, mais sur des points clés, on sent vraiment qu'ils ont fait en sorte qu'on puisse recommencer relativement vite. Mais comme le jeu sauvegarde relativement de manière, à part sur des points d'histoire, il sauvegarde de manière un peu aléatoire, on se retrouve systématiquement à perdre un peu du potentiel d'expérience de ci, de là. Ce qui fait que nos personnages ne sont jamais parfaitement bons. Et quand on n'est pas habitué comme moi à jouer à des jeux aussi, je mets de guillemets, exigeants, parce que le jeu est difficile, mais je reviendrai là-dessus après dans ma critique, et ça rend le jeu plutôt fun, plutôt agréable. On se retrouve de nouveau à réfléchir, à se demander, tiens, il faut que je passe quel personnage là? Est-ce qu'à tel nombre de cases, il va pouvoir m'attaquer? Si oui, est-ce que j'attaque le premier? Ou alors au contraire, est-ce que je l'esquive? Est-ce que j'ai pas un sort pour l'empêcher de bouger? Parce que oui, l'un des trucs intéressants, du coup, quand on recommence à rentrer dans des technique de jeu, de gameplay comme ça, c'est que du coup on se retrouve à utiliser vraiment toutes les armes possibles. Par exemple, il y en a des personnages qui dans ce deuxième volet, on va arriver aux nouveautés de gameplay de ce deuxième volet, puisque là j'ai essentiellement parlé du premier, c'est qu'on a des personnages qui arrivent qui sont des skalds, des personnages qui chantent ou qui parlent, et qui ont des techniques du genre les insultes. Quand on insulte un personnage, ça le fait reculer dans son tour, c'est-à-dire ça lui fait grosso modo passer son tour, je passe les détails. Et évidemment, c'est très pratique pour empêcher un personnage trop fort de jouer trop régulièrement et de nous faire très mal. On le fait patienter, on le fait reculer. Évidemment, il faut rapprocher notre scale de lui, donc c'est toujours risqué, mais vous comprenez l'idée. Ou alors, on a d'autres tours qui sont arrivés, par exemple, certains maniens, là, dans celui-là, qui créent en fait des éléments magiques sur lesquels on peut marcher, et si on marche dessus, on gagne des points de force, juste pour ce tour-là, des points de force, des points de défense et autres. Et évidemment, c'est très pratique, parce que ça permet de troubler les statistiques. On a un personnage qui n'est pas assez fort par rapport à un être devant, on fait apparaître grâce à notre sorcier, grâce à notre manien, différents éléments qui vont lui donner beaucoup de force, et on le fait marcher dessus, et en arrivant, il est beaucoup plus fort d'un seul coup, il fait beaucoup plus mal à ce personnage, et ce personnage, comme je l'ai dit, perd d'un seul coup beaucoup de points de vie, et donc de force, et on a fait basculer la bataille, ou l'échange à ce moment-là a basculé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a vraiment une cascade d'éléments comme ça, qui dans ce deuxième jeu, je trouve, sont encore plus intéressants. Déjà dans le 1, c'était très intéressant, mais là dans le 2, ils ont poussé le truc un peu plus loin, avec l'arrivée notamment des centaures, qui vont clairement amener une autre part de stratégie, puisqu'ils peuvent beaucoup se déplacer, ils ont des coups qui font ce qu'on appelle des commotions, c'est-à-dire que ça fait passer des tours aux personnages, ou ça leur enlève de la précision dans leurs coups, ce qui est très intéressant. Après, ça crée un problème, et je viendrai sur les défauts après dans le gameplay, notamment au niveau des statistiques, parce que ça devient du coup un peu trop compliqué à lire parfois. Je reviendrai là-dessus après, sur les défauts. Mais tout ça pour dire, les centaures rajoutent beaucoup d'éléments, parce qu'ils peuvent se déplacer quasiment d'un bout à l'autre de la map d'un seul coup, ce qui rend les batailles beaucoup plus stratégiques et intéressantes, et c'est intéressant d'avoir des centaures du coup dans son équipe, où les combats contre les centaures sont très compliqués à appréhender, parce qu'on a tout le temps ce truc de... Ils sont
toujours près de nous, donc ça devient vraiment complexe, et c'est très intéressant comme situation, ça se renouvelle vraiment par rapport au premier jeu, ça, et en parallèle de ça, on a aussi un nouveau groupe qui est mené par un mec qui s'appelle Bolverk, qui était à la fin du premier jeu, et que là on incarne littéralement avec son équipe, et lui déjà, il a des statistiques assez étranges, c'est un Varl assez particulier, qui est une sorte de bête, une sorte d'ours, quoi. Et donc il a une capacité à frapper 2 fois, il a aussi des techniques qui lui permettent grosso modo de rentrer dans une forme de rage, ce qui fait qu'il tape, il tapera 2 fois systématiquement, mais si on a un de nos personnages à côté, eh ben il va lui taper dessus. Il peut lui taper dessus potentiellement, il y a un coup qu'il donne au personnage qu'on veut, à l'adversaire qu'on veut, et l'autre qui est donné au hasard, et donc évidemment ça ajoute encore de la stratégie à faire. En plus dans son équipe, on a un personnage qui s'appelle Folka, qui est, je ne sais plus comment on appelle ça, mais qui est une sorte de personnage avec un bouclier, et qui donc apporte beaucoup de protection, mais évidemment, si on la met à côté de Bolverk, et que Bolverk lui met des coups, bah, c'est risqué, donc la mettre à côté de qui, et comment, et ainsi de suite. Le jeu est passionnant au niveau technique, et très réussi. Nonobstant, il a des défauts, et je vais essayer d'être clair sur ce que ça veut dire. C'est qu'en fait, je vais être simple, le défaut principal, c'est que les statistiques deviennent un peu abstraites, et sont pas faciles à lire dans ce jeu. Le défaut principal du gameplay, pour moi, c'est donc à un moment donné, ça devient vraiment difficile de bien lire le pourcentage de coups, les effets qu'on fait, que les personnages ont sur nous. Je trouve que par un moment donné, j'avais vraiment du mal à me dire, ok, lui, je vais le taper, ça va donner ça. Puis il y a des moments où je voyais certains personnages qui n'étaient plus touchés du tout, et je me disais, mais je comprends pas, comment c'est possible que ça ne leur fasse plus rien. J'avais parfois du mal à comprendre à cause de l'accumulation de trucs. Les personnages peuvent porter des objets qui leur rajoutent des statistiques et des éléments, évidemment. C'est un RPG, donc il y a ce qu'on appelle du stuff, il y a du matériel. En plus de ça, il y a les éléments qu'eux-mêmes rajoutent, les compétences qu'ils gagnent au fur et à mesure de l'histoire, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça devient un peu complexe de lire ce qu'ils sont capables de faire ou pas, ce qu'ils vont pouvoir encaisser ou pas. J'exagère, hein, c'est pas si compliqué que ça, c'est vraiment sur la deuxième partie du jeu, quand on commence à rentrer dans vraiment des batailles complexes face à des êtres. Il y a plusieurs mini-boss dans le jeu qui sont particulièrement fun à combattre, mais ça devient vraiment complexe à réfléchir. Et honnêtement, la plupart du temps, je suis rentré dans des techniques suicidaires où tu gagnes très très peu ce qu'on appelle de la renommée, parce que il y a grosso modo parce que j'étais obligé d'attaquer le personnage qu'il fallait tuer le premier pour gagner, et j'étais pas obligé de tuer tout le monde, et j'y allais en mode terre brûlée parce que je sentais que j'étais pas au niveau, ou alors j'étais pas au niveau avec mes personnages, qui est tout à fait possible parce que je suis pas très bon à ce jeu, il faut être clair, hein, je vais être honnête là-dessus, ou alors clairement il y avait un défaut ou un problème d'équilibrage dans le jeu. J'ai vraiment senti par moments des gaps de difficulté un peu absurdes où je me retrouvais face à des personnages très très forts, vraiment au-delà de mon niveau, ou en termes de force. Alors, je tombais sur des gens qui avaient la moyenne du jeu c'est 10 ou 12 de force, et je tombais sur des mecs qui avaient 24, 25, et moi je regardais chez mes personnages, je me disais, mais en fait il n'y a aucun de mes personnages qui peut frapper aussi fort, quoi, ou alors de manière très très aléatoire avec de la magie ou autre. Donc je me retrouvais vite et régulièrement face à des personnages aussi forts, je me disais, mais attends, il y a quelque chose que j'ai pas compris dans le jeu, que j'ai mal fait. C'est tout à fait possible, hein. N'hésitez pas à me le dire si vous avez fait le jeu, à m'expliquer s'il y a des choses que j'ai pas comprises dans le gameplay, hein, en quelque sorte, c'est tout à fait possible. Je suis pas critique de jeux vidéo, c'est juste les hors-séries comme ça, comme j'aime beaucoup The Banner Saga, je vous en parle. Mais grosso modo, ça m'a un peu gâché le plaisir, ça m'a un peu fatigué par moments de manière artificielle, parce que je comprenais pas forcément ce qui m'arrivait, ou je trouvais que c'était un peu difficile à lire. Mais je modère ce que je dis, parce que j'ai fini le jeu, j'ai passé un très bon moment, j'ai pas été bloqué, le boss du premier jeu m'avait vraiment bloqué pendant un moment, là non, il n'y a aucun boss qui m'a bloqué. C'est juste que j'ai dû recommencer certains endroits et j'ai pas forcément compris, j'ai pas eu autant de renommée que je le voulais, et la renommée dans le jeu permet d'augmenter les statistiques des personnages, mais pas seulement, elle permet aussi d'acheter à manger pour sa caravane, parce que oui, il y a toute une partie du gameplay dont j'ai pas parlé là et que j'avais presque oublié, qui est dans la mode survie. Il se trouve que, en parallèle des combats, on a donc toute une partie de l'histoire, là où se situe vraiment l'histoire narrative, scénaristique, qui est la caravane. On voit la caravane avancer littéralement devant nous, en plan horizontal, et on les voit avancer, et petit à petit des événements pop-up et des jours défilent surtout. Et on est supposé, comme on gère la caravane en entier, avoir assez à manger, prévoir assez à manger selon la situation, et ainsi de suite. Et pour acheter à manger, on utilise de la renommée aussi. Donc la renommée permet de payer la bouffe et de payer la survie, de payer le matériel pour pouvoir augmenter les capacités de combat essentiellement de nos personnages, mais aussi
d'augmenter nos personnages. Donc vous comprenez le dilemme. Très très vite, comme on est poursuivi et que le film et que le jeu, pardon, encore une fois, décidément, je suis décidément plus que monomaniaque, j'ai un problème. J'ai un problème. Et donc, le jeu en lui-même nous met dans ce triple dilemme. Augmenter les capacités de nos personnages, acheter du stuff pour qu'ils soient plus forts, invulnérables ou autres, ou clairement acheter à bouffer pour la caravane parce que l'humeur de la caravane aussi est importante. Plus l'humeur est mauvaise de la caravane, vous avez un compteur qui vous le montre, plus vous perdez des points au combat, vous perdez de la renommée, vous perdez des personnages qui meurent aussi, hein, vous essayez d'en faire survivre un maximum. Bref, vous êtes vraiment la denrée principale, la renommée, est ponctionnée de tous les côtés. Et donc c'est très difficile de savoir où la gérer, sachant que le jeu, c'est un jeu de rôle vraiment, et il y a plein d'éléments aléatoires qui vont augmenter encore cette difficulté. C'est-à-dire, que faire dans telle situation, garder de la renommée ou pas, acheter à bouffer encore ou pas, prendre soin plutôt de la caravane que de ses guerriers, et comme on ne sait pas forcément ce qui va arriver, que le jeu est relativement riche en surprises et en éléments difficiles à modérer, à savoir quoi faire, autant vous dire que la renommée, ça devient vite un élément crucial dans votre gestion. C'est le point principal de ressources que vous devez savoir gérer. Et croyez-moi que c'est rare qu'un jeu de bout en bout, je viens de finir le deuxième jeu de la série, et j'ai toujours des doutes quand j'utilise la renommée. Ça me brûle les doigts, je dis, est-ce que j'augmente mes personnages? Oui, ils vont être meilleurs, machin, ça va être cool en combat et tout, ouais, mais en même temps, sur la caravane, je vais encore perdre du monde, et ainsi de suite. Donc c'est, je trouve à cet endroit-là, très fun et très efficace. C'est un excellent jeu de survie de groupe. À cet endroit-là, encore une fois, je l'avais probablement déjà dit sur le premier jeu, mais ça continue dans celui-là, et c'est encore mieux puisqu'on a des éléments qui sont... Autant l'histoire du premier était très lisible, les personnages allaient d'un point A à un point B, c'était évident, autant le scénario de ce deuxième jeu, évidemment, se complexifie, l'univers se densifie, et du coup, on est encore moins sûr de ce qu'on fait, de où on va et pourquoi on le fait. Donc ça devient du coup très difficile, on veut faire survivre également les gens qui sont dans notre caravane, mais on est souvent perdu sur quoi faire. Et je vais du coup maintenant vous parler naturellement du scénario. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Ah, le scénario de The Banner Saga, vraiment... c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué en termes de qualité d'écriture et de densité. Donc l'élément principal dont j'avais oublié de parler un petit peu, c'est que The Banner Saga dans la première partie, on passait d'un groupe à l'autre, le groupe d'humains mené par Rook et Alette, et le groupe mené par Hakon. Et dans cette deuxième version, on passe donc à un groupe mené par, je ne spoilerai pas qui, d'humains, donc notre fameuse caravane du premier jeu, et un groupe mené donc par Bolverk, qui dès le début du jeu, ce personnage donc, dont je vous ai parlé et qui est une sorte d'homme, de varl ours, qui mène donc son équipe qui s'appelle les Corbeaux et qui lui-même va avoir une caravane et pour mission de trimballer avec lui le corps du méchant ultime du premier jeu, qui est donc quelque part imbutable. C'est dit dans le premier jeu, donc ne vous inquiétez pas. L'ambiance générale étant désespérée, je reviendrai là-dessus après, c'est logique. Et donc on a les deux caravanes qui vont chacune aller de leur côté. Bolverk qui va donc, selon les conseils des maniens, amener le corps de ce fameux ennemi à un endroit donné, et donc la caravane menée par le personnage principal qui eux vont essayer de rejoindre, comme au premier jeu, vont continuer d'essayer d'aller vers la capitale humaine pour rencontrer le roi des humains et essayer de savoir s'il est possible d'être en sûreté dans la ville fortifiée d'Aberrang. Ces deux histoires vont se diversifié mais de manière assez spectaculaire, au point honnêtement où j'ai trouvé que le scénario devenait par moments un peu difficile à suivre, notamment dans sa partie conclusive. J'ai trouvé qu'il manquait vraiment beaucoup de choses à un moment donné pour comprendre ce qui se passait, et c'est un petit peu le défaut de ce deuxième volet. Mais avant d'aborder ce défaut-là, je veux juste rappeler un peu l'univers. On est vraiment dans un univers qui est en train de mourir. Tout le monde fuit pour sa survie. Et du coup, ce côté désespéré mate le jeu d'une ambiance particulièrement déprimé mais en même temps particulièrement noble, notamment grâce à la musique de Austin Wintory qui est faite d'instruments celtiques de grande qualité et de voix profondes celtiques. C'est magnifique, c'est une BO géniale à écouter, vous la trouverez sur YouTube, c'est un grand bonheur. Vraiment, et ça ajoute énormément de qualité et d'intensité à l'histoire de The Banner Saga. C'est particulièrement fort, comme la musique rajoute de la profondeur et de la sensation de voyage et d'être dans cet univers unique, viking et en même temps dark fantasy. Et tout ce côté désespéré joue énormément dans le fait qu'on est aussi constamment face à des dialogues désabusés. Les personnages
on peut voir pas du tout d'espoir pendant quasiment tout le film. Et on est, pendant tout le jeu, décidément le film, non mais j'ai un problème, hein. Donc pendant tout le jeu, et on a vraiment encore plus dans celui-là, puisque autant dans le premier, aussi bien le roi des Varl, Hakon, qui était quelque part désabusé, est malgré tout comment dire, un meneur d'hommes relativement comment dire, déterminé, et plutôt positif, plus ou moins, même si tout le monde est déprimé. Et aussi bien Rook et Aled de leur côté sont déprimés parce que c'est ce qu'ils vivaient dur, mais ils ont une forme d'espoir en eux qui irrigue leur histoire. Là, dans le deuxième, on a clairement le leader des humains souffre, clairement. C'est vraiment difficile de mener la caravane. Et en face, Bolver, qui est clairement un homme, un guerrier, un mercenaire assez renfrogné, assez lourd, qui insiste régulièrement sur des règles du genre chez les corbeaux, on parle pas de ses émotions, c'est un dur, quoi. Donc, on est face à quelque chose de très différent. Et c'est difficile du coup on ne peut pas gérer cette caravane en mode neutre bon, c'est-à-dire en alignement neutre bon. C'est-à-dire vraiment, on peut pas y aller en mode ouais. C'est clairement une histoire d'un mec qui est bon dans le fond. Non, Bolverk, c'est un mec hard et il peut faire vraiment des choses très hard. On nous propose de faire des choses assez hard, vraiment dans l'histoire, parce que c'est sa personnalité, on peut le faire. Ce qu'on ne peut pas faire avec le leader de la caravane humaine. Et du coup, ça rajoute énormément de qualité, je trouve, la sensation d'être perdu. Souvent, j'avais des moments où je comprenais pas forcément ce que Bolverk voulait dire, voulait être, et j'ai trouvé ça excellent, ça m'a beaucoup plu, sachant qu'en parallèle, en face, on a l'histoire des meneurs de la caravane humaine, qui est, elle, beaucoup plus lisible et beaucoup plus, comment dire, évidente, en quelque sorte, dans le sens où elle est l'histoire classique d'un être humain qui essaye de combattre les espoirs, qui essaie de garder, c'est le héros quoi, qui essaie de garder l'espoir dans son groupe et ainsi de suite. Donc voilà, c'est assez classique et on sent clairement qu'on peut être dans un alignement neutre bon pendant tout le jeu. Par contre, avec Bolverk, c'est pas possible et le jeu fait exprès et nous emmène vers autre chose. Notamment, on a une exploration de l'univers des Maniens, qui ont donc des réponses sur ce monde, mais qui les gardent pour eux. Et là, je trouve que le jeu est assez cryptique, voire même un peu trop, c'est le défaut. Ils sont très centrales dans l'histoire, et je trouve que nos personnages n'insistent pas assez pour avoir des réponses. Arrivé à un tel niveau de désespoir, le monde est littéralement bouffé par un serpent géant, mais ceux qui ont les réponses, on les laisse tranquilles, quoi. Oui, ils sont cryptiques, on les comprend pas. On est fatigué. Non. Je pense même que c'est la première chose qu'on ferait, ce serait de les choper en disant, écoutez, on arrête de déconner maintenant, vous nous donnez des réponses claires et précises. Et trop souvent, les Maniens dans le jeu répondent des genres du truc, vous ne pouvez pas comprendre, si je vous le dis, ça fonctionnera pas, machin, blablabla. Non, attends, ouais. Pas quand t'es à deux doigts à deux doigts de l'extinction, c'est le genre de choses que tu veux plus entendre, quoi. Et ils sont à deux doigts de l'extinction, littéralement. Donc voilà, c'est un petit peu une faiblesse d'écriture qui, je trouve, qui dans le premier jeu passait un peu, mais qui dans le deuxième rend le mystère un peu artificiel. Et en plus, à la fin, ça reste encore très cryptique. Donc ça marche moyennement. Mais les tas d'histoires et de rencontres que font les personnages du leader du groupe humain et le leader et Bolverk, c'est hyper intéressant. Ils ont vraiment des rapports très différents à ce qui leur arrive. En même temps, le deuxième jeu est extrêmement riche en scènes d'anthologie. On a un moment donné, on traverse un ravin avec la caravane et sur des pierres maintenues en lévitation par le manien du groupe, par le sorcier. Et c'est juste extra. Il y a des gens qui chutent et à chaque choix que tu fais mourir des gens. Enfin, c'est terrible. C'est un exemple parmi d'autres. C'est un scénario de RPG de très très haute qualité. Beaucoup avec du texte et beaucoup avec grosso modo de l'enjeu, on va dire, de dualité. Hein. Si on n'aime pas spécialement ça, si on préfère des histoires qui vont en ligne droite, c'est clair que The Banner Saga n'est pas fait pour nous. Mais comme vous aimez comme moi les histoires complexes qui interrogent votre éthique, The Banner Saga, c'est un gros pied et le scénario de ce deuxième jeu est particulièrement bon. Je veux vraiment pas le déflorer, je veux vraiment pas spoiler, je trouve que c'est un jeu à faire. Et donc on va passer à la conclusion. Moi j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque. Je conclurai en disant que The Banner Saga 2 est un digne successeur du premier, peut-être un moment pas très bien équilibré dans sa difficulté, et peut-être, je trouve, personnellement, pas très lisible par moments sur qu'est-ce qui fait quoi. J'ai trouvé que par moments ça manquait de clarté, je comprenais pas, comme je l'ai dit avant, pourquoi dans les scènes de combat j'avais certains éléments qui donnaient plutôt ça qu'une autre chose. Donc c'est un peu, par moments ça peut être un peu frustrant. Mais l'univers visuel, je l'ai pas encore dit, encore une fois, assez dans celui-là, mais j'avais déjà dit dans ma première critique, mais tout de même, qui est en bande dessinée, on a l'impression de jouer à du Torgal live, et c'est magnifique. Les dessins sont superbes, les personnages ont un style et un charisme, c'est un vrai bonheur, on s'y croirait.
Les tournures scénaristiques sont particulièrement tortueuses, complexes, profondes, dark et vraiment très réussies. Et en même temps, on est dans une sorte de noblesse comme ça qui est magnifique. C'est un magnifique jeu sur un univers d'Heroic Fantasy Viking. Je pense que j'ai jamais joué un meilleur jeu qui exploitait et qui choisissait de vivre dans un univers d'Heroic Fantasy, de Dark Fantasy Viking. C'est un vrai bonheur. Et en plus, la possibilité d'avoir l'univers, l'histoire du point de vue de Bolverk est particulièrement intéressante, et en termes de gameplay, et en termes d'histoire. Bref, The Banner Saga 2, The Banner Saga 2, je suis claqué là. The Banner Saga 2 est une excellente suite. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce jeu, et je vous incite vraiment à les faire, à me dire ce que vous en pensez, à m'apprendre des choses en termes de jeux vidéo. J'ai encore plus de choses à apprendre qu'en termes de cinéma, et Dieu sait que j'y connais que dalle en cinéma, donc c'est vous dire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vais faire The Banner Saga 3, c'est clair, et je vous en parlerai. De toute façon, peut-être que d'ici là, entre-temps, je vous ferai peut-être un petit retour sur la trilogie Mass Effect. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, pour vous parler notamment de narration et de différences narratives, puisque vous savez que je parle essentiellement des jeux vidéo sous ce prisme-là. Je suis loin d'être un spécialiste du gameplay et du jeu vidéo en général. Donc il y a des éléments certainement qui manquent. N'hésitez pas à me détromper et à m'apprendre. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de vous parler de ce jeu, et donc je vais continuer à vous faire des petits hors-séries de jeux vidéo de temps à autre. Je pense que c'est tout à fait sympathique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Je vous rappelle qu'il y a le blog unmecquiparletro.wordpress.com. Vous n'avez plus d'excuses pour écouter le podcast en voiture, dans le bus, dans le tram, ou ailleurs, ou dans l'avion, ou quand vous voulez. Vous n'êtes plus obligé d'être bloqué sur YouTube, même si, évidemment, si vous venez donner des vues à YouTube et vous le réécoutez, bien sûr, des centaines de fois sur YouTube, ça me fera plaisir. Mais bien sûr, n'hésitez donc pas à l'écouter aussi sous forme de podcast, ce sera peut-être plus souple pour certains. J'ai eu des super retours dernièrement, n'hésitez pas à continuer, c'est vraiment cool, des retours critiques qui m'ont appris beaucoup de choses, c'est vraiment le pied. Et je suis bien sûr sur tous les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller, un mec qui parle trop all over the world. Merci beaucoup, je fais beaucoup trop de salam alek et d'au revoir. Merci beaucoup à vous du fond du cœur, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao.